Les troubles intérieurs, on se les est créés nous-mêmes avec la migration de masse. Et c'est aussi, il faut le dire, un bel instrument de pouvoir. Quand il y a des tensions internes, il est plus facile de diriger tout ça d'en haut. Les soi-disant élites actuelles, elles ont bien sûr été sélectionnées, mises en scène et formatées. Je suis toujours content que les choses aient pris cette tournure. Mais qu'est-ce que je suis déçu? Ce qui compte, c'est de pouvoir atteindre l'échelon suivant quand on grimpe. Et ça, dans la société d'aujourd'hui, aux États-Unis, c'est devenu impossible pour beaucoup de gens. En Allemagne aussi. On a atteint un niveau d'inégalité qui est pour la société dans son ensemble vraiment très très nocif. Et là-dessus, Trump n'a pas tenu ses promesses. Autrement dit, on est déjà en train de sortir du dollar et à la place, on achète des matières premières. La Chine se prépare à un monde qui continue de se fragmenter sur le plan économique. Mais d'où pourrait venir le changement maintenant? Et puis, les élites politiques en Allemagne, elles ont souvent grandi avec ce récit international. Peut-être qu'après un atterrissage économique difficile, de nouvelles perspectives apparaîtront. Pour l'instant, je ne vois pas d'où cela pourrait venir. À contre-courant. À propos de la personne, bonjour et bienvenue dans À contre-courant. Nous vous présentons ici des positions et des points de vue que les médias de propagande préfèrent passer sous silence. Son directeur de thèse fut celui qui devint plus tard le président de la Réserve fédérale américaine, Ben Bernanke. Il a soutenu une thèse sur la politique étrangère allemande. C'est un gestionnaire de fonds, un économiste, un militant politique. À l'époque, il était encore membre de la CDU, candidat de l'AfD à la présidence fédérale, et il sait expliquer l'économie de façon à ce que tout le monde comprenne. Bienvenue, professeur Maxott. Merci beaucoup, monsieur Bab. Vous avez dit tout à l'heure, dans ma thèse, j'ai prédit ce qui se passe aujourd'hui. Pouvez-vous m'expliquer cela? Je l'avais prévu, j'en avais un peu averti. Ce n'était pas une grande prophétie, mais on pouvait le voir venir. Alors cette thèse, c'était en fait ma deuxième tentative. J'avais fini par changer de sujet. Elle portait sur la politique étrangère de l'Allemagne et sur les changements après la réunification. J'ai écrit ça entre 1992 et 1996. Et en 1994, il y a eu la première phase de l'élargissement à l'Est. Un chapitre traitait de la question de savoir s'il fallait miser sur l'OTAN ou sur l'OSCE, et donc à quoi pourrait ressembler une nouvelle architecture de sécurité européenne avec l'Allemagne. À l'époque, j'avais déjà dit que l'OTAN finirait sans doute par s'imposer, et qu'en cas de doute, l'Allemagne suivrait cette voie. Et après la première vague d'élargissement de l'OTAN vers l'Est, j'ai déjà dit, si on continue comme ça, ce n'était pas ce qu'on avait promis à la Russie, à un moment, on portera atteinte à ses intérêts de sécurité légitimes. Et là, on aura de gros problèmes, des tensions et peut-être même la guerre. Si la politique étrangère de l'Allemagne suit la ligne de l'OTAN, pourquoi le fait-elle? Nous, les Allemands, avons toujours eu une certaine foi dans l'autorité. Et bien sûr, nous avons connu la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale. Juste après cette guerre, une sorte de doctrine de politique étrangère s'est formée. C'est de cela que je parle. Une doctrine qui, en principe, a complètement mis de côté la question des intérêts allemands, ou bien qui les a toujours évoqués dans le même souffle que l'OTAN, l'ancrage à l'Ouest et l'intégration européenne. La génération de mon père voulait une Europe fédérale, fondée sur la subsidiarité et la démocratie. Une voix, un électeur, une voix. Mais ce n'est pas ce que nous avons. Ce que nous avons, c'est une Europe intergouvernementale. Et l'OTAN fait partie intégrante de cette doctrine, au moins depuis 1955-56.
On nous a, en quelque sorte, désappris à réfléchir aux intérêts allemands, à nos propres intérêts nationaux. Et pour moi, ça a toujours été clair, même quand j'étais jeune. On commence par définir l'intérêt national, et de là découlent les alliances ou autre chose. Mais ça va complètement à l'encontre de la déclaration de politique générale de Willy Brandt et de son approche politique. Nous voulions être un peuple de bons voisins, le changement par le rapprochement, et ensuite il a bien dû y avoir des ruptures qui ont conduit à une soumission au concept de l'OTAN. Je dirais plutôt que Willy Brandt a été la rupture, ou disons l'exception de l'après-guerre. Même la politique à l'Est, moi je viens d'une famille CDU, une famille conservatrice, mais aussi marquée par le christianisme comme beaucoup dans l'Allemagne d'après-guerre, eh bien, cette politique à l'Est, c'était un grand sujet de débat. À l'époque, j'avais 6, 7, 8, 9 ans, ça a duré un certain temps. Donc oui, Willy Brandt, c'était vraiment l'exception. Plus tard, j'ai pu en parler avec Egon Bahr. Au fond, Adenauer, ses successeurs, et ensuite aussi Helmut Schmidt, ont tous suivi la ligne de l'OTAN. Et il y en a eu très peu qui s'en sont écartés. Disons des exceptions ou des écarts par rapport à ça. Puis-je en conclure pour finir que presque tous, à part Willy Brandt, n'ont pas défendu les intérêts allemands. Oui, peut-être qu'ils y ont cru, parce que, enfin, tout le monde n'a peut-être pas vraiment pris le temps d'y réfléchir. Je pense qu'Adenauer était trop intelligent pour ça. Lui y avait sans doute déjà réfléchi, mais il avait aussi d'autres intérêts. Il disait, enfin, on est ici, en quelque sorte, dans la taïga sibérienne, parce qu'Adenauer avait un jour déclaré « Au-delà de Magdebourg, c'est déjà la taïga sibérienne ». Et il avait une vision très occidentale des choses. Eh bien, au moins, tout le monde semble avoir une autre idée de ce que sont les intérêts allemands que moi. Et vous, qu'est-ce que vous entendez par là, par les intérêts de l'Allemagne? Oui, l'Allemagne est avant tout une entité. Ses intérêts sont d'abord indépendants. Bien sûr, il y a le changement par le rapprochement, le bon voisinage, tout cela va de soi. Mais naturellement, l'Allemagne, en tant qu'État souverain, a ses propres intérêts. Il se tourne vers l'Est et vers l'Ouest. Il concerne aussi la préservation de son propre système social et économique, la sauvegarde de sa propre existence. Il vise le bien-être des citoyens. Il vise la paix. L'Allemagne, plus que tout autre grand pays, doit s'efforcer de maintenir la paix, surtout après le XXe siècle, et compte tenu de la situation dans laquelle nous nous trouvons encore aujourd'hui. Voilà pour moi les intérêts essentiels que l'Allemagne doit défendre en tant que nation. Et ce ne sont pas forcément ceux de ses alliés. En réalité, aucun allié ne défend à 100% les intérêts allemands. Chacun défend les siens. Et cette vision-là a manqué à la plupart des chanceliers d'après-guerre, ou, quand elle existait, elle restait très cachée. Est-ce une soumission aux intérêts transatlantiques américains? Oui, ce sujet est revenu plusieurs fois. Une fois avec Willy Brandt, puis plus tard avec la création des Verts. Le contrôle des réseaux transatlantiques est évidemment très fort. D'ailleurs, l'émission Die Anstalt sur la ZDF avait fait en 2014 un reportage devenu très connu à ce sujet. La soumission, elle, ne se fait pas toujours de manière consciente. Elle passe par le cadrage, par le lavage de cerveau, par l'autosélection. Tout le monde ne fait pas un geste de soumission volontaire. Ce sont des attitudes qui se forment aussi chez les élites, et ces élites se construisent avec le temps. Mais bien sûr, les puissances victorieuses de l'Ouest, et à l'Est, c'était l'inverse, ont travaillé dès le départ à faire naître cette attitude, à ancrer cette doctrine. L'OTAN faisait, je dirais presque partie intégrante de la doctrine de politique étrangère allemande. Et puis il y a cette citation du premier secrétaire général. L'OTAN est là pour garder les Américains à l'intérieur
les Russes à l'extérieur et les Allemands sous contrôle. On le cite souvent sur un ton un peu ironique, mais c'était en réalité un objectif fondateur. Bien sûr, il y avait la guerre froide, et ce n'était pas, enfin, je pense que les tensions existaient bel et bien, et qu'elles venaient des deux côtés. Et puis, il y a eu cette période, celle dans laquelle j'ai grandi, où l'OTAN avait aussi une fonction de protection, mais toujours avec cette autre dimension en même temps. Schutz auch eine Schutzfunktion hatte, aber immer auch Schutz plus Machtprojektion. Protection et projection de puissance du côté des États-Unis, puisque le commandant en chef est toujours américain, et que les armes nucléaires sont bien sûr sous commandement américain. Donc en cas de doute, en cas de guerre, nous aurions été une force auxiliaire. La doctrine, à l'époque, c'était clair, il n'y aura pas de guerre. La Bundeswehr est une armée de paix, une armée de défense. C'était d'ailleurs toujours formulé comme ça dans les livres blancs de la Bundeswehr. Et ce changement, je l'analyse aussi dans le débat politique intérieur, dans ma thèse, pour comprendre ce qui s'est passé entre 1989 et 1995-96, quand nous avons commencé, assez rapidement d'ailleurs, à envoyer des soldats de la Bundeswehr en opération à l'étranger. Est-ce que l'influence transatlantique limite aussi la portée intellectuelle des élites allemandes, ou bien est-ce plutôt que des élites déjà limitées sur le plan intellectuel cherchent un mentor de l'autre côté de l'Atlantique? Oui, là, il faudrait vraiment entrer dans la sociologie de la sélection des élites. Mais je crois que c'est Napoléon qui disait que chaque soldat porte dans son sac le bâton de maréchal, s'il est assez bon. Alors, comment fonctionne cette sélection des élites? La démocratie passe toujours d'une manière ou d'une autre par des structures informelles. L'idéal pur de la démocratie, ça n'existe pas. C'est un idéal qu'on poursuit, bien sûr. Je vais prendre le problème à l'envers. Les élites actuelles, entre guillemets, elles ont évidemment été choisies, castées, façonnées. Je pense par exemple à une ministre des Affaires étrangères. Je crois qu'on n'en a pas eu beaucoup. Des ministres des Affaires étrangères femmes. Donc on peut assez facilement le repérer. Mais quelqu'un comme ça, pour moi, a un peu le profil d'un délégué de classe très zélé, ou peut-être d'un adjoint à la culture dans une petite ville de province. Très appliqué, très ambitieux. On observe ça dans certains réseaux, dans des cercles gonflés à coups d'argent et de prestige social. Et là, on regarde qui est apte, et tout se fait par étapes. Je peux donner un exemple personnel. De 1991, parce que j'étais boursier de la Fondation Adenauer, jusqu'à mon exclusion en 2022, parce que je m'étais porté candidat à la présidence fédérale. Il n'y a pas de candidat officiel des partis. C'est déjà une application concrète de la Constitution. Le candidat à la présidence est proposé au sein même de l'Assemblée fédérale. Les partis ont accaparé tout ça. Mais à l'époque, quand j'étais assez présent dans les médias, la Fondation Adenauer s'est souvenue de moi. Tiens, il y a ce professeur Ott. Alors on m'a invité plusieurs fois à faire des conférences, même à Cadenabia, là où ils ont leur centre de séminaire au bord du lac de Côme, l'ancienne résidence ou maison de vacances de Konrad Adenauer. Là-bas, on a un peu fait du réseautage, et puis à un moment, ils se sont rendus compte, le professeur Ott, il suit sa propre voie, il est compétent. Il n'y a pas eu de proposition directe, mais ils ont vu que je ne montrais pas un intérêt particulier. Et du coup, les invitations ont cessé. En fait, c'est un peu comme un processus de sélection, une phase d'approche, une forme de cooptation. Et pour l'instant, on n'a certainement pas Quand les représentants des élites politiques semblent être restés au niveau du langage d'un enfant, est-ce le signe d'une décadence culturelle et d'un effondrement de la société tout entière? les deux à la fois.
C'est un signe de déclin culturel. Je veux dire, le niveau d'éducation baisse, là-dessus, il n'y a pas grand-chose à débattre. Mais c'est aussi une question de pouvoir réel, du pouvoir que je peux encore avoir en tant qu'homme politique, en tant que haut responsable allemand, ou de prestige, ou peu importe comment on veut l'appeler. À l'époque de la République de Weimar, ou même dans l'ancienne République fédérale, un secrétaire d'État, c'était quelqu'un. Il vivait correctement, sans être riche. Mais il y avait une vraie reconnaissance sociale, un respect pour cette fonction. C'était déjà le cas sous l'Empire. Aujourd'hui, ce sont plutôt des fonctionnaires, des gestionnaires. Ce respect pour la classe politique, il s'est largement perdu. En contrepartie, on se subventionne soi-même à un niveau bien plus élevé. Et disons que certains types de talents y vont encore. Mais les meilleurs, les plus brillants, eux, font en grande partie autre chose. Est-ce que cela s'applique aussi aux États-Unis? Vous êtes à la fois citoyen allemand et américain, et vous vous êtes beaucoup intéressé au système politique des États-Unis. Eh bien, là, c'est encore différent. Les États-Unis dominent clairement l'Occident. Et forcément, quand je regarde ça, nous, on a un système tout à fait différent. Là-bas, il ne peut y avoir qu'un seul président. C'est évident. Mais si je suis sénateur ou si j'occupe un poste au gouvernement et que j'y réussis quelque chose, j'ai forcément des possibilités et un potentiel tout autre, simplement grâce à la position particulière des États-Unis. Le système, lui, est différent. Il n'y a jamais eu cette bureaucratie ministérielle de carrière comme en Allemagne. En revanche, il y a toujours eu un lobbying extrêmement fort au Congrès. En ce sens, les sénateurs et les députés dépendaient davantage de leurs sponsors et de leurs donateurs que de leurs partis. Les partis n'ont donc pas le même rôle qu'en Allemagne. C'est un système complètement différent, mais on y trouve globalement plus de talent. Et surtout, quand on a déjà occupé un poste au gouvernement, la voie vers Wall Street, vers les bons réseaux, est évidemment très ouverte. C'est aussi ce qu'on appelle une porte tournante, entre le secteur financier et la politique, dans les deux sens. Pendant un certain temps, j'ai pensé que nous devrions avoir ça aussi en Allemagne. Et je crois qu'un de ceux qui ont essayé, c'était Jost Stolman, à l'époque de Gerhard Schröder. Il est reparti très vite. C'était un entrepreneur dans l'informatique. Nous, on a un autre système. On avait une bureaucratie ministérielle qui, à la base, fonctionnait plutôt bien, même si elle a été instrumentalisée sous le Troisième Reich. Ça, c'est évident. Les Allemands ont tendance à être un peu respectueux de l'autorité, mais ça faisait partie de notre système d'avoir une haute administration de ce niveau. Tout ça s'est beaucoup dilué avec le temps. La France a quelque chose de similaire, au moins depuis la Ve République. Et je pense que l'éthique du service public, mon père l'incarnait, et ici on est aussi dans un lieu historique, un lieu prussien, cette éthique-là s'est perdue. Et franchement, elle nous ferait du bien aujourd'hui. Vous aviez autrefois plaidé pour soutenir Donald Trump. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Je vais citer un message que j'ai vu sur X. Il disait, je traduis tout de suite, « Je suis toujours content que ce soit lui, mais qu'est-ce que je suis déçu ?» Autrement dit, je suis très heureux qu'il ait été élu, ou plutôt je le suis toujours, mais je suis vraiment déçu. J'ai fait partie des tout premiers soutiens de Trump. Je l'ai dit publiquement dès 2016 ou peut-être 2017, juste après qu'il a annoncé sa première candidature. À l'époque, devant 500 ou 600 personnes, Armin Wolf, votre collègue, était présent. À la foire de Vienne, c'était un salon de la finance. J'ai déclaré « Donald Trump est mon président de la paix ». Il s'est toujours opposé de manière cohérente à ce qu'on appelle le Deep State, au changement de régime, donc au renversement de gouvernement, aux interventions des services secrets dans d'autres pays, à ses opérations de police à l'étranger.
Je me souviens d'une conférence de presse qu'il a donnée à Berlin en présence du président italien Mattarella. Il avait dit « Ils veulent que je sois tout le temps en guerre. Moi, je ne veux pas ça. Je veux une armée américaine forte, mais comme force de combat, pas comme force de police. » Et c'était en fait une position cohérente, constante. L'autre idée, c'était « Make America Great Again ». Autrement dit, il faut que la classe moyenne, la petite classe moyenne et tous ceux qui ont perdu à cause de la mondialisation retrouvent une vie meilleure. C'était des positions très cohérentes qu'il a défendues pendant sa première campagne, pendant son premier mandat et aussi entre les deux. Et maintenant, il a tout laissé tomber. C'est vraiment une déception. Pourquoi Donald Trump a-t-il tout envoyé promener pour se lancer maintenant dans des opérations de changement de régime comme au Venezuela? C'était au moins une tentative d'enlever le chef de l'État et de mettre quelqu'un d'autre au pouvoir. Est-ce qu'il a repris la position de l'État profond des États-Unis? Ou bien est-ce que le Pentagone, le département d'État, la CIA et certaines agences agissent désormais de leur propre chef? Eh bien, il a forcément repris cette ligne d'une certaine manière, sinon il ne la défendrait pas publiquement. La vraie question, c'est pourquoi et comment il en est venu là. On ne peut que faire des suppositions. À un moment donné, Elon Musk avait posté sur X, à une époque où les deux ne s'entendaient pas très bien. Bon, il est temps de sortir la grosse artillerie. Trump figure dans les dossiers Epstein. Quant à la personnalité de Trump, moi, je l'ai toujours vu comme un homme de marketing, un peu bonimenteur. Mais j'ai aussi admiré son incroyable résilience, sa capacité à tenir bon même sous le feu le plus intense. Je l'admire encore aujourd'hui. C'est presque surhumain. L'homme approche des 80 ans, et ce qu'il encaisse, c'est impressionnant. J'étais présent aux 2 cérémonies d'investiture, et rien que le programme de ces 2 jours-là, c'était colossal. C'est vraiment étonnant. C'est un vrai phénomène. Mais il reste avant tout un homme de marketing, un businessman à l'américaine. Il s'y connaît en faillite. Et pas mal de gens sont devenus pauvres à cause de ces faillites. Il a toujours su bien se vendre. Il savait aussi se montrer flexible. Je ne crois pas, je ne peux pas lire dans sa tête, je ne crois pas que ce soit un stratège. Je pense qu'il est très sûr de lui, ça se voit, et qu'il fonce plutôt dans la bataille, balance quelque chose, regarde comment ça passe, puis corrige le tir ensuite. Comme je l'ai dit, le slogan « Pas de guerre étrangère », moins de conflits, la paix, pas de changement de régime. Tout ça, pendant plus de 8 ans, c'était assez cohérent. Et maintenant, c'est fini. Ça peut être qu'on a des moyens pour lui dire « Bon, maintenant, on change un peu ». Mais ça peut aussi être qu'ils se disent « Là, je peux gagner quelque chose, je me joins à eux ». On l'a bien vu dans l'affrontement avec Elon Musk. Musk devait réformer ou auditer USAID avec son équipe Doge, ses jeunes programmeurs. Ils ont ensuite été pris pour cible et on a révélé leur faux nom ou leur pseudonyme sur Internet. L'un d'eux s'appelait, je crois, Big Dick, ou quelque chose comme ça, je ne sais plus trop. Non, ça a été largement étalé dans la presse, parce qu'il y avait de la résistance. Et ensuite, on a découvert des dépenses complètement absurdes. Et l'USAID, donc l'Agence d'aide au développement, a été démantelée. C'est d'ailleurs la seule chose que Musk a faite. Et il faut savoir que l'USAID était en réalité une couverture de la CIA. Donc beaucoup de ces projets servaient évidemment à exercer une influence politique interne dans les pays concernés. Ce qui reste maintenant a été transféré au département d'État. Et puis, probablement, après ça, tout est allé très vite. On aurait pu continuer, mais on a vite mis le holà. Et ensuite, Trump, du jour au lendemain, a négocié avec les dirigeants du Congrès ce qu'il appelait le Big Beautiful Bill, la loi de finances qui prévoit 5 ou 6 billions de dettes supplémentaires.
Donc plus question de désendettement, la frénésie d'endettement continue. Et là, il vient encore d'augmenter le budget militaire, passant d'1 billion à 1,5 billion. Le déficit grimpe encore plus. Peut-être que d'un côté, c'est cette pression, cette vulnérabilité. Oui, il y a des points faibles chez Trump. Da werden verwundbare Stellen sein bei Trump. Andererseits aber auch der Wunsch zu den Gewinnern zu D'un gehören. autre côté, il y a aussi ce désir de faire partie des gagnants, de savoir faire des compromis et de préférer avoir les gens de son côté. Un peu comme quand il a fait entrer Marco Rubio dans son cabinet et qu'il écoute Lindsey Graham. Je pense qu'il s'est dit, bon, allons de l'avant. Je tente quelque chose de nouveau. Je vais y arriver et ensuite je saurai le vendre. Il est évidemment porté par ses succès, par le parcours incroyable qu'il a accompli. Après les accusations du 6 janvier 2021, l'assaut contre le Capitole, il avait disparu. YouTube l'avait suspendu. Twitter, à l'époque aussi. Depuis, sa confiance en lui a explosé et il peut aujourd'hui se vanter de ses réussites. Erfolge verbuchen. Jetzt wechsle ich mal eben die Strategie. Je vais changer un instant de stratégie. J'ai des amis aux États-Unis. Quand ils veulent me montrer les bars fréquentés par les démocrates en Floride, on va dans des restaurants pour gens aisés. Et quand ils veulent me montrer les bars des électeurs de Trump, on va dans les bars où se retrouvent les garagistes, les routiers, les soignants, les chauffeurs de taxi. Ce sont ces gens-là qui ont voté pour Trump aux États-Unis. Est-ce qu'il a tenu ses promesses envers eux? Hat geliefert für diese Leute? Nein, nein. Und das ist es eben. Also die sind Non, non. Voilà, c'est exactement ça. Ils ont littéralement été privés de leur élection. C'est ça, la base du mouvement MAGA. Make America Great Again, ça veut dire se concentrer sur l'économie nationale. Et c'est bien ce qu'on a vu pendant le premier mandat. Trump, comme tous les présidents américains, est très faible sur le plan intérieur. C'est lié à la Constitution, à la manière dont le pays est organisé. Alors très vite, il cherche des succès à l'international. C'est un réflexe général, presque un réflexe impérial. J'étais professeur à l'université de Boston. Je venais d'arriver, quand un collègue plus âgé m'a dit « Viens avec moi dans la salle des profs, au bar de la faculté, ou peu importe, on va regarder la télé. Clinton envoie des missiles de croisière sur la Somalie. » Clinton schickt Cruise Missiles nach Somalia. Da hat also gerade gewisse Dinge mit einer. À ce moment-là, il avait donc certaines histoires avec une certaine stagiaire, cette affaire avec Monica Lewinsky. Même Clinton, et d'ailleurs tous les autres, ont alors ce réflexe de politique étrangère. On le voit maintenant chez Trump. Et pendant son premier mandat, c'était comme ça. Les républicains baissent les impôts et ensuite, l'économie finira bien par s'en sortir. Au début du premier mandat de Trump, ça a d'ailleurs encore marché. Je ne m'y attendais pas forcément à l'époque, mais ça a fonctionné, au moins pour les marchés boursiers et tout le reste. Aujourd'hui, ces leviers sont épuisés. Die Mittel sind jetzt ausgereizt. Und der Big Beautiful Bill. Et le Big Beautiful Bill, lui, contient encore plein de cadeaux électoraux pour les riches. La concentration des richesses n'a jamais été aussi forte. C'est absurde. Quand on y pense, Elon Musk, qui est l'un des rares à avoir vraiment créé de la valeur réelle après ses 2 premières startups dans la finance, a dit « Je veux créer des produits, je veux faire quelque chose de concret ». Il a donc choisi délibérément une autre voie. Alors oui, Musk est une personnalité complexe, mais on ne peut qu'admirer les produits qu'il a su créer. La répartition des richesses est tellement inégale que, bien sûr, cela ne sert plus du tout la paix sociale. En 2018, un professeur de l'Université de Caroline du Nord a publié un livre intitulé « The Broken Ladder », l'échelle brisée. L'idée, c'est que l'inégalité fait partie de toute société. Elle est même nécessaire jusqu'à un certain point. Ce qui compte, c'est que chacun puisse encore atteindre l'échelon suivant quand il grimpe. Or, dans la société américaine d'aujourd'hui, pour beaucoup de gens, c'est devenu impossible. Et en Allemagne aussi. Nous avons atteint un niveau d'inégalité qui, pour l'ensemble de la société, est vraiment très très nocif.
gesamtgesellschaftlich sehr, sehr schädlich ist und da hat Trump nicht geliefert. Et là, Trump n'a pas tenu ses promesses. L'inégalité est extrême. En même temps, environ un tiers des Américains vivent au-dessous ou juste au niveau du seuil de pauvreté. Le pays s'est désindustrialisé à cause de la délocalisation des chaînes de production, surtout vers la Chine. Est-ce que Donald Trump peut vraiment ramener des emplois? Donald Trump Jobs zurückholen. In begrenztem Umfang ja. Dans une certaine mesure, oui. Mais ce ne sera pas simple si on regarde Apple et les autres. Les téléphones devraient coûter 2 à 3 fois plus cher et là, ils ne seraient plus abordables pour l'Américain moyen. Donc oui, ce sera très difficile. Mais en fait, il applique une politique industrielle classique, presque dans l'esprit de Friedrich List ou d'Alexander Hamilton. Ce faisant, il rompt avec l'idéologie de libéralisation globale de l'après-guerre et affirme qu'il faut protéger son industrie. Il veut la faire revenir, c'est un mercantiliste. Et ensuite, il met la pression sur d'autres pays en disant « Venez chez nous ». Biden a commencé dans ce sens, y compris vis-à-vis de l'Allemagne. Venez, l'énergie est bien moins chère ici. Aussi grâce à l'Inflation Reduction Act. Oui, c'est le plus grand programme de subvention, bien plus important que ce que Trump vient de faire pour les énergies vertes. En fait, c'est le plus grand programme keynésien des États-Unis depuis la guerre, même plus grand que ce que Trump fait actuellement dans le domaine de l'armement. Il pourrait réussir, mais il ne ramènera pas les États-Unis à leur ancienne grandeur, ni à leur ancienne domination, parce que la Chine, aujourd'hui, a pris de l'avance dans beaucoup de domaines. Le niveau d'éducation y est globalement plus élevé. Les infrastructures sont là. Le commerce extérieur chinois se développe massivement vers l'Asie, alors qu'avec les États-Unis, il n'a augmenté que de 4 à 5% au cours des 5 dernières années. Vers l'Asie, c'est entre 30 et 80%. Oui, Trump peut peut-être ramener des emplois, en partie aux dépens de l'Europe, c'est le jeu, et aussi d'autres pays. Mais il ne fera pas retrouver au pays sa grandeur industrielle d'autrefois. Les États-Unis se sont endettés et peuvent continuer à s'endetter à des niveaux presque inimaginables parce que le monde entier a besoin de dollars, surtout pour le commerce de l'énergie, du pétrole et du gaz. Est-ce que Trump peut poursuivre ce processus ou, dit autrement, doit-il réduire le poids de la dette? Ni l'un ni l'autre. Il ne peut pas continuer. Et il ne réduira pas non plus le poids de la dette. Il ne peut pas continuer parce qu'on est en pleine dédollarisation. Le dollar représente une part de plus en plus faible du commerce mondial. Même l'Arabie saoudite fait désormais une partie de ses échanges sans dollars. Et maintenant, il y a aussi un accord direct entre la Chine et le Brésil, ce qui, évidemment, a un impact jusque dans l'hémisphère occidental. Les sanctions passent aussi par le système SWIFT en Belgique et ailleurs. Donc la perte réelle d'importance du dollar est inévitable. Cela est en partie compensé par le fait que les États-Unis adoptent une position beaucoup plus extractive vis-à-vis de l'Europe. L'Europe, elle, a du mal à se défendre. On assiste donc à un transfert de richesses de l'Europe vers les États-Unis, par exemple à travers les grandes entreprises du numérique, qui réalisent ici leur chiffre d'affaires, mais transfèrent ensuite leurs bénéfices vers les États-Unis ou au moins vers l'Irlande, et ne sont donc pas imposés en Europe. Sur le plan fiscal, ce serait une rupture de principe de taxer le chiffre d'affaires. Mais moi, si j'étais commissaire européen, je le ferais, à condition d'avoir les majorités nécessaires. Car au fond, l'argument selon lequel les États-Unis paient trop pour la sécurité, c'est celui que Trump avançait déjà en 1988 dans ses pleines pages de publicité dans le New York Times, à une époque où on lui prêtait déjà des ambitions présidentielles. Il avait alors la trentaine bien avancée, ambition qu'il a toujours niée. Et il disait déjà à l'époque, « Il faut que les autres paient ».
Les pays ont un peu changé. À l'époque, c'était le Mexique et le Japon. Maintenant, ce sont quelques autres. Mais au fond, c'est toujours la même chose. À travers les accords sur le stationnement des troupes et le dollar, on subventionne les États-Unis depuis des décennies. Et là, ça a encore accéléré. On est passé à la vitesse supérieure, je dirais même à la 5e. Nord Stream. Maintenant, on paie du gaz de schiste américain hors de prix, et ainsi de suite. En somme, on devient pratiquement le principal subventionneur des États-Unis en Europe, parce que, à l'échelle mondiale, ça ne fonctionne plus comme avant. Est-ce que Donald Trump essaye de prendre le contrôle de certaines ressources, par exemple au Groenland, au Venezuela ou en Ukraine, pour soutenir le dollar comme monnaie de référence mondiale? Il a d'ailleurs répété pendant la campagne que le dollar devait rester la monnaie de référence mondiale et qu'il veillerait à ce que ce soit le cas. Mais je pense qu'il se surestime un peu là-dessus. Bon, les ressources, il aime ça, c'est clair. C'est un promoteur immobilier, il pense en termes de territoire, de ressources, et je crois vraiment qu'il veut tout ça pour l'Amérique, je le lui accorde. Mais il aborde les choses de manière très mercantiliste. Et ce faisant, il bouscule l'ordre d'après-guerre, les conventions dans nos relations internationales, celles qu'on a depuis 1945. Ça, c'est un point. Mais le dollar, il ne pourra le sauver dans cette forme-là que pour le monde américain. Si on regarde la carte globale et qu'on voit qui soutient les sanctions contre la Russie, eh bien c'est l'Amérique du Nord, l'Europe, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le reste du monde, non. Donc, pour cette sphère-là, la sphère américaine, comme je l'appelle, il pourra le faire. Pour le reste, on verra bien. Et dans cette sphère, le dollar va évidemment continuer à monter. Des experts, surtout en Russie, accusent le gouvernement américain de vouloir dissimuler une partie de sa dette en utilisant des crypto-monnaies. Est-ce qu'il y a du vrai là-dedans? Oui alors, contrairement à la BCE et à l'Europe ou à l'Union européenne, qui veulent l'euro numérique, c'est un sujet très brûlant et aussi dangereux. Je mets en garde contre ça. J'ai déjà écrit un livre en 2016 pour défendre l'argent liquide et contre toute cette évolution vers un monde sans cash. Donc on veut l'euro numérique. Trump, lui, a dit que les États-Unis ne feraient pas de crypto de banque centrale. C'est pour ça qu'il existe des stablecoins, donc des offres privées. C'est typiquement la tradition anglo-saxonne, déléguer le plus possible au secteur privé. Et quand ces stablecoins, ces cryptos émis par des acteurs privés, doivent être garantis par des obligations d'État en dollars, eh bien ces cryptos sont achetés, l'argent est réinvesti une fois dans les obligations d'État américaines. Autrement dit, ça crée au moins de nouveaux acheteurs pour ces obligations. Et ça, oui, ça stabilise le dollar, au moins dans un premier temps. Comment les Chinois, qui entretenaient une coopération économique étroite avec Caracas, ont-ils réagi aux initiatives des États-Unis? Je ne suis pas un spécialiste de la Chine, mais je vois bien que les Chinois se débarrassent massivement de leurs avoirs en dollars, donc de leurs bons du Trésor américain. Rien que ces 3 ou 4 dernières années, ils ont réduit de moitié leurs réserves d'obligations d'État, passant d'environ 1200 milliards à 600 milliards. Ça représente aujourd'hui à peine 5% du PIB chinois. Autrement dit, ils sont déjà quasiment sortis du dollar. Et à la place, ils achètent des matières premières, de l'or, environ 1600 tonnes par an, alors que la Chine est déjà le premier producteur mondial, mais aussi du pétrole, du cuivre, du charbon. La Chine est d'ailleurs l'un des plus grands producteurs de charbon. En fait, ils transforment les dollars sans valeur, ces obligations américaines sans valeur, en ressources réelles. Ils se constituent une immense réserve stratégique dont ils ont besoin, car le pays reste dépendant
et certaines routes essentielles, notamment en mer de Chine méridionale, pourraient être coupées. Mais la Chine se prépare clairement à un monde qui continue de se fragmenter sur le plan économique. Donald Trump va sans doute essayer d'obtenir un meilleur accès aux terres rares en redéfinissant les zones d'influence sur la scène mondiale. Par exemple, je me dis qu'un rapprochement avec Moscou pourrait aussi vouloir dire qu'on pourrait exporter des terres rares d'Asie centrale via Vladivostok. Dans l'élite de la politique étrangère américaine, il y a eu, disons, ces 10 ou 15 dernières années, deux grands courants. D'un côté, ceux qui voulaient la confrontation avec la Russie. Mais il y avait aussi une minorité non négligeable qui disait depuis longtemps « c'est une erreur ». Il nous faut la Russie pour pouvoir ensuite se positionner face à la Chine. Je veux dire, c'est tout simplement, oui, c'est la mentalité d'une grande puissance, habituée à ce rôle. Elle veut rester numéro 1. C'est profondément ancré aux États-Unis. Quand j'ai commencé mon doctorat à Princeton en 1989, la grande inquiétude, c'était quand est-ce que le Japon va nous dépasser? Et aujourd'hui, c'est la Chine qui fait peur. Et je veux dire, nous en tant qu'Allemands, on ne se pose pas ce genre de questions. On est bien sûr fiers quand on a été numéro 1 quelque part, même si c'est de moins en moins souvent, et on travaille pour ça. Mais considérer le fait que quelqu'un d'autre devienne numéro 1 comme une menace, ça c'est vraiment une attitude paranoïaque de grande puissance. Je le vois un peu aussi chez la Chine, mais là c'est beaucoup plus stratégique, beaucoup plus coordonné. Donc ces deux camps, rapprochement avec la Russie ou confrontation, c'est maintenant le camp pro-russe avec Trump qui a toujours été comme ça et qui au fond cherchait plutôt une bonne relation, qui a pris le dessus. On verra jusqu'où ira ce rapprochement. Et ça veut dire bien sûr qu'on pourrait peut-être à nouveau obtenir les terres rares du Donbass à un prix plus avantageux. La guerre en Ukraine a-t-elle plutôt renforcé ou affaibli l'Occident? Il est temps qu'on commence à en parler. C'est quoi en fait l'Occident? Moi, j'y ai jamais vraiment cru. Prenons par exemple la stratégie de l'OTAN. Oui. Pour moi, tout ça, c'est un peu flou. Cette idée du monde occidental, je l'ai jamais vraiment eue, même quand j'étais jeune. Quand j'étais à la Bundeswehr, à Lüneburg, et que théoriquement, j'aurais dû tirer sur mes frères de l'autre côté de la frontière, déjà à l'époque, ça me mettait mal à l'aise. Mais bon, prenons ce que l'Occident est censé représenter. La guerre en Ukraine a énormément affaibli l'Europe et en même temps renforcé l'Amérique. Au final, si on additionne tout, l'Occident est peut-être resté aussi fort qu'avant, mais ça a vraiment marqué une rupture géopolitique. Avec la guerre en Ukraine, le libéralisme est terminé, du moins sur le plan de la politique étrangère. Il était déjà remis en question avant. Nous sommes entrés dans un nouveau monde, avec de nouvelles règles du jeu. Le mercantilisme est de retour. De nouveaux blocs se forment. D'ailleurs, je l'avais déjà prédit en 2019, et dans mon livre de 2006, Le Krach arrive, j'avais écrit que nous allions vers une ère de déglobalisation. C'est écrit noir sur blanc. À l'époque, c'était très audacieux, parce que tout le monde disait encore « tout devient de plus en plus global, le monde est plat », comme le disait Thomas Friedman du New York Times. Nous traversons en ce moment une période de grande instabilité. Et il faut bien le dire, la guerre en Ukraine a beaucoup affaibli l'Europe et aussi l'Union européenne. Elle essaie de résister et jusqu'à il y a quelques semaines encore, elle le faisait avec une attitude volontairement plus combative. En quelque sorte, nos dirigeants européens ont vu dans la guerre en Ukraine la mission pour l'Union européenne d'assumer le rôle de l'Occident, au cas où les États-Unis se retireraient. Mais même cela commence à s'effriter. Je suis curieux de voir la suite. Seulement, il est probable que nous nous retrouvions face à une Amérique renforcée,
pas sur le plan financier, mais en termes d'influence politique extérieure, et à une Europe très affaiblie. Die Verhandlungsdelegationen aus Moskau und Les délégations de négociation de Moscou et de Washington discutent aussi de lancer des projets communs dans l'Arctique. Elles parlent d'utiliser les avoirs russes gelés en Occident, au moins en partie, pour la reconstruction de l'Ukraine, mais aussi pour des projets conjoints entre Moscou et Washington. Elles évoquent même la possibilité de réactiver le gazoduc Nord Stream dans le cadre d'un consortium commun. Et dans ce cas, ils pourraient à tout moment nous couper le gaz en Europe. Est-ce vraiment prometteur? Wie vielversprechend ist das? Ja, für Europa ist das erst einmal Oui, pour l'Europe, c'est d'abord, du moins en ce qui concerne Nord Stream, pas vraiment une bonne nouvelle. De l'argent allemand y a été investi, de l'argent russe aussi. C'est un projet germano-russe. Si maintenant les États-Unis s'en emparent comme d'un butin de guerre, cela reviendra à imposer une taxe supplémentaire à l'Allemagne. C'est peut-être mieux que rien, mais c'est évidemment embarrassant. Trump a déjà dit un jour que le Canada devrait en fait faire partie des États-Unis. Et il n'y a rien de vraiment concret là-dedans. Assez tôt dans sa présidence, ou juste avant, il avait déclaré « Je veux bien m'entendre avec Poutine et Xi, ce sont de vrais hommes d'État, mais le Canada devrait nous appartenir. » Je crois qu'il méprise nos dirigeants européens. On le voit très bien sur une image assez parlante. Ils étaient assis devant son bureau, dans le bureau ovale, sur des chaises, un peu comme une classe d'élèves, et lui, il les sermonnait depuis son siège. Tout ça, ça ne l'intéresse pas vraiment. Ce qu'il cherche, ce sont des accords, des deals. Ils montent les uns contre les autres. Ça existait déjà avant, bien sûr, mais c'était beaucoup plus dissimulé, plus secret. Aujourd'hui, tout se fait au grand jour. In der neuen amerikanischen Sicherheitsstrategie Dans la nouvelle stratégie de sécurité américaine, on part du principe que le monde est désormais multipolaire. Il existerait donc d'autres centres de pouvoir en plus de Washington. Washington ne serait plus l'hégémon mondial, mais il y aurait d'autres pôles, notamment Moscou et surtout Pékin. Est-ce qu'on est en train de redéfinir les zones d'influence et de resserrer la bride sur les vassaux dans ces zones? und die Vasallen in den Claims härter an die Kandare genommen? Ja, also Oui, on le voit très clairement en Europe. Cette attitude plus dure, ceux qui peuvent se le permettre économiquement demandent aussi aux autres de passer à la caisse. Et nous, on a toujours été ceux qu'on faisait payer. Tout le reste, à mon avis, ne correspond pas à la réalité. Mais c'est surtout du côté des États-Unis que c'est le cas. La Chine doit agir un peu différemment parce qu'elle ne dispose pas de la même puissance militaire. Elle investit une part énorme de ses excédents. Et bien sûr, ça lui permet d'exercer de l'influence. Oui, le monde est en train de se réorganiser, mais plutôt de façon bipolaire. La Chine et les États-Unis, avec quelques sous-centres souverains. La Russie, par exemple, reste souveraine, mais économiquement, elle n'est pas comparable à ces deux pôles. Et on voit que la doctrine Monroe refait surface. Elle a toujours été en vigueur, mais elle s'est encore renforcée. En gros, cela veut dire qu'aucune autre puissance ne doit jouer un rôle dans notre arrière-cour latino-américaine. C'est ce qu'avait dit James Monroe. Mais ce que ça ne voulait pas dire, c'est qu'on pouvait changer de gouvernement comme bon nous semble. Et ça, c'est comme ça depuis au moins 120 ans. Je me souviens d'une situation, je crois que c'était au Panama, vers 1908, quand on a envoyé les marines. Ils ont occupé les postes de douane jusqu'à ce que la dette soit réglée, puis ils sont repartis. La guerre en Ukraine va-t-elle devenir une nouvelle catastrophe originelle pour l'Europe? C'est difficile à dire. Il a clairement amorcé ce changement dans l'ordre mondial, la fin de l'ordre libéral. Il a lancé la fin, la réorganisation du monde.
En 2019, dans mon livre Crash du système mondial, j'ai présenté 3 scénarios, à la page 398, si je peux me permettre. L'un d'eux était bipolaire, une nouvelle guerre froide entre la Chine et les États-Unis, avec quelques centres secondaires. À l'époque, j'avais dit que le statut de l'Inde et de la Russie restait ouvert. Et même pour l'Inde, on voit bien qu'il y a un certain rapprochement avec la Chine, parce que, avec la politique de sanctions et une politique américaine assez changeante, il existe une méfiance légitime, même vis-à-vis de l'allié américain. Il y a encore beaucoup d'incertitudes. Pour moi, le scénario le plus probable, c'était celui d'un monde bipolaire. L'autre option aurait été un monde multipolaire. L'Europe, l'hémisphère occidental, les États-Unis, la Chine. À l'époque déjà, j'avais dit que la probabilité était très faible, et aujourd'hui, elle l'est encore plus. Donc, je n'ai pas de perspective optimiste pour l'Europe. Qui va payer la facture de la guerre en Ukraine? Tout indique que ce sera l'Europe. Et ensuite, bien sûr, l'Allemagne comme principal contributeur. Quelles seront les conséquences financières pour nous? Qu'en pensez-vous? C'est très difficile à estimer. Et si je peux revenir un instant sur la question financière, les États-Unis, eux, ne rembourseront jamais leurs dettes. Les autres grandes puissances industrielles occidentales ne rembourseront jamais non plus leurs dettes. Il y aura soit des réformes monétaires, soit des accords négociés, où l'on décide par exemple de geler les dettes, de les mettre en sommeil pour 100 ans et de suspendre le paiement des intérêts. Et ça, c'est aussi une forme d'effacement de la dette. Aujourd'hui, avec des outils de régulation beaucoup plus précis, on peut aussi pousser certains acteurs à la faillite. Là aussi, des patrimoines sont détruits. On verra bien. En somme, d'un point de vue financier, l'addition est déjà payée, d'une certaine manière. Chaque char qu'on envoie là-bas, chaque léopard, eh bien, il est fabriqué ici. Et ça veut dire qu'ailleurs, on a renoncé à consommer quelque chose. En face, il y a peut-être des créances, mais cet argent, lui, ne revient pas. L'addition, c'est autre chose. L'addition, c'est la destruction des infrastructures allemandes, la destruction de notre industrie à cause des coûts élevés, surtout des coûts de l'énergie et de bien d'autres choses encore. Et malheureusement, ces dernières années, on est allé très loin, bien au-delà de la moitié du chemin. Autrement dit, on est en plein déclin. Et je dis toujours, si un gouvernement arrivait à transformer ce crash en atterrissage forcé, ce serait déjà un grand progrès. Comment est-ce possible? Comment peut-on atténuer ce choc brutal, il faut bien le dire, pour cette génération de responsables politiques, avec la réalité? Oui, rouvrir Nord Stream, c'est évidemment une question d'énergie. Je suis aussi favorable à l'énergie nucléaire, dans une certaine mesure. Nous avions l'énergie nucléaire la plus propre du monde. Partout dans le monde, on construit des centrales nucléaires. Et nous, on les fait sauter. C'était pourtant une technologie de pointe, une technologie allemande. Nous étions aussi en tête dans les technologies environnementales. Donc ça, c'est le premier point. Mais tout cela dépend des conditions de production. D'une politique, j'ai déjà mentionné Friedrich List, grâce à laquelle l'Allemagne est devenue grande au XIXe siècle. Nous avions très peu de ressources naturelles, seulement du charbon et de l'acier. Mais nous avions une population bien formée, travailleuse. Nous avions la sécurité juridique, un cadre légal très solide. Notre cadre juridique aussi s'est américanisé. Après 1989, on aurait pourtant eu la possibilité d'exporter le système juridique d'Europe continentale vers l'Est. Mais Kohl et sa génération ne l'ont pas fait. Et comme nous n'avons jamais vraiment eu de politique étrangère digne de ce nom, eh bien l'Angleterre, la France, les États-Unis et beaucoup d'autres avaient, eux, une stratégie claire. En Allemagne, la sphère politique et la sphère économique ont toujours été très séparées. Donc garantir la sécurité juridique,
renouer avec certaines bonnes vieilles traditions, encourager les coopératives, soutenir les PME. Tout ça, c'est une tâche qui s'étend sur plusieurs générations. C'est pour ça que je dis, au mieux, c'est le coup d'envoi. On touche d'abord le sol, et à partir de là, reconstruire. C'est encore autre chose. L'Union européenne va-t-elle tenir le coup? Elle est passée, en tout cas dans son discours, d'un projet de paix à une véritable machine de guerre. C'était, ou c'est encore, l'espoir de nos dirigeants actuels, se redéfinir à travers tout ça. Je veux dire, toute la politique de dépenses va dans ce sens, avec des interventions de l'État, un peu comme le fait Trump. On revient en quelque sorte au keynésianisme, à une économie partiellement dirigée, comme on l'a déjà vu depuis le début des années 80. C'est l'espoir d'une partie des élites politiques. Moi, j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Mais pour ça, il faudrait que l'autre scénario se produise, que la situation économique devienne vraiment très sombre, au point qu'on n'ait plus du tout la possibilité d'agir ainsi. Et peut-être qu'alors, quelque chose de nouveau pourrait émerger. Est-ce que l'Union européenne va, d'une manière ou d'une autre, accueillir l'Ukraine? La probabilité est assez élevée. Je crois que même Poutine et Trump n'ont rien contre ça. Ou plutôt, Poutine a donné son accord, du moins d'après ce que j'ai pu suivre. Donc je pars du principe qu'une nouvelle pression va s'ajouter à tout ça. Bien sûr, on ne peut pas le prévoir avec une certitude absolue. Si la génération actuelle de responsables politiques nous a entraînés dans cette guerre et a conduit l'Allemagne au bord d'une catastrophe économique, faut-il alors changer les élites? Eh bien, comment fait-on ça? Ça ne peut se faire que plus ou moins naturellement. Parce que les élites d'Europe de l'Ouest, il faut le dire, c'était en grande partie des élites bourgeoises. La noblesse, elle, s'est opposée à Hitler, du moins la partie politique. Les vieilles élites industrielles à l'Ouest ont aussi tenu bon, mais elles ont disparu. Il faut dire que la Deutschland AG a été démantelée par Gerhard Schröder, Joschka Fischer et aussi Oskar Lafontaine. Je ne lui en ai pas parlé directement, mais il y a eu quelques lois à l'époque qui, malheureusement, ont lancé ce processus. À l'époque, on ne pouvait pas vraiment mesurer tout ça à cette échelle. Il faut le reconnaître aux acteurs de l'époque. Alors, comment fait-on concrètement pour changer les élites? Je veux dire, en Angleterre, on a une continuité qui dure depuis des siècles. Aux États-Unis aussi depuis des siècles. En Allemagne, on a connu plusieurs ruptures. D'où pourrait venir ce changement aujourd'hui? Et puis, les élites politiques en Allemagne. Elles ont souvent grandi avec ce récit international. Peut-être qu'après un atterrissage économique difficile, de nouvelles perspectives apparaîtront. Mais pour l'instant, je ne vois pas d'où cela pourrait venir. Un atterrissage économique brutal pourrait aussi provoquer des crises sociales, voire des troubles internes. Quelle est votre analyse? Les troubles intérieurs, on se les est créés nous-mêmes avec la migration de masse. Et c'est aussi, disons-le, un bel instrument de pouvoir. Quand il y a des tensions internes, il est plus facile de diriger tout ça d'en haut. J'ai été vraiment choqué, ou plutôt j'ai vu pour la première fois depuis longtemps quelque chose de violent. Avant-hier, j'étais à la gare centrale de Cologne, et devant la gare, d'après ce que j'ai pu observer, il y avait une manifestation kurde. On abandonne les Kurdes, qui ont pourtant été de fidèles alliés de l'Occident, au profit d'un terroriste d'Al-Qaïda qu'on traite maintenant avec tous les égards. Les troubles arrivent, mais les charges, elles, pèsent surtout sur les retraités allemands, sur la classe moyenne allemande. Ce ne sont plus les plus jeunes, évidemment. Les émeutes, elles viennent plutôt des jeunes hommes. Et ceux-là, on les a fait venir chez nous.
Donc, je ne vois pas vraiment un potentiel révolutionnaire chez les Allemands. Même si le pays continue de s'appauvrir, je ne vois pas les Allemands se soulever. La majorité des Allemands se dirige-t-elle vers sa propre perte? Oui. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'assoupissement? Je crois qu'en ces temps très incertains et très complexes, où on ne nous a jamais vraiment donné les outils géopolitiques, ni maintenant d'ailleurs, mais où on nous transmet plutôt, à travers la propagande, des récits incomplets ou déformés, des images fausses. Je crois que non, on ne sommeille pas. La majorité, en partie, essaie de comprendre, mais en partie aussi, elle s'est laissée enfermer dans de faux ennemis. L'être humain, dans ce genre de situation, cherche toujours des coupables ou des points de friction. Comme la majorité s'est autrefois acharnée sur les Querdenker et les Covidiot, on se focalise maintenant sur d'autres cibles. Cette montée de l'émotion, c'est aussi une caractéristique de ce genre de période. Mais c'est une émotion utilisée, instrumentalisée, pour de mauvaises raisons. Serait-il judicieux de chercher de nouveaux partenariats transatlantiques, par exemple avec les pays des BRICS, avec la Chine, ou même de repenser nos relations avec la Russie? Bien sûr. L'Allemagne est en tant que un pays au cœur de l'Europe. Bien sûr, ce n'est pas simple, surtout en ce qui concerne nos voisins européens. C'est évident. Mais c'est la seule chance de mener ici une diplomatie d'équilibre, une diplomatie de paix dans toutes les directions, et peut-être aussi de se détacher un peu des anciens systèmes. En Europe, par exemple, il serait vraiment important de redonner vie à l'OSCE. Le professeur Max Ott appelle à une nouvelle politique d'équilibre en Allemagne. Il craint un atterrissage brutal et se dit déçu par Donald Trump. Merci pour cela. Ici, dans À contre-courant, nous vous présentons des positions et des points de vue que les médias de propagande préfèrent taire. Restez avec nous.